Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil du yoga. Je voudrais vous parler aujourd'hui du silence et de l'espace. C'est un peu mes deux dadas actuels. Et ça va venir en fait expliquer en partie, et selon mon propre tropisme, ce qu'on appelle le retrait des sens, pratyahara, dans les Yoga Sutras de Patanjali. Revenons légèrement en arrière. Yoga, c'est Yoga Chitta Vritti Nirodha. Patanjali nous dit que yoga, c'est la cessation des fragmentations du mental. Yoga, c'est pas faire des postures sur un tapis. Yoga, c'est un état. Ça, c'est le but. Arriver à la cessation des fragmentations du mental. Patanjali nous offre une méthode. Ça sera l'objet de son deuxième pada, deuxième chapitre, Sadhanapada, des Yoga Sutras. Et là, on vous explique que c'est un cheminement qui contient 8 membres et pas forcément 8 étapes qui se suivent les unes après les autres. Ça va dépendre ensuite des commentaires. Certains vous diront qu'ils se suivent, d'autres vous diront que non. Pour ma part, je suis partagée. Je pense que yama et niyama, l'éthique du yoga, est un préalable. Que c'est nécessaire pour fonder votre pratique. Et c'est déjà un premier apaisement du mental. Viennent ensuite les asanas, les postures, ce que l'on fait sur notre tapis. Puis le pranayama, le contrôle du souffle. Vous avez ensuite le retrait des sens, pratyahara. Cet ensemble constitue le travail à faire sur l'extérieur du corps. Et en fait, pratyahara, c'est la porte d'entrée vers l'intérieur. Et ça deviendra dhyana, dharana, samadhi, la concentration de plus en plus profonde, concentration sur un point, mais on est encore relativement conscient de ce qu'il y a autour de nous, et l'absorption complète jusqu'à samadhi. Samadhi étant l'isolation. En fait, samadhi, c'est kaivalya, l'isolation. Alors, il faut juste que je vous explique ce que c'est. Et après, on continue. En très gros, on a Purusha. Purusha, c'est la conscience pure. La conscience presque cosmique. Mais ça ne sera pas tout le temps cosmique selon les textes. Mais disons pour aujourd'hui, la conscience cosmique. Et Prakriti, la matière. On ne sait pas trop pourquoi, mais un jour, Purusha est venu embêter Prakriti. Et là, le monde s'est constitué, l'être humain est né. Donc, il y a un des textes dont je vous ai parlé dans le précédent podcast sur la présentation des grands textes du yoga, le Sankhya. Le Sankhya va dénombrer, va vous expliquer comment on est constitué. Et c'est très intéressant parce que l'approche philosophique du yoga, qu'on appelle le Darshana Yoga, s'appuie sur le Sankhya Karika. Et donc un déséquilibre se met en place et tout le but du jeu, c'est revenir à l'équilibre. Et pour revenir à l'équilibre, en fait, il faut réisoler Purusha de Prakriti. C'est pour ça qu'on appelle ça Kaivalya, l'isolation, qui est aussi une libération. Vous entendrez souvent le mot de moksha. Et en fait, samadhi, c'est ça. Parce que samadhi, c'est l'équilibre. On revient à l'état initial où tout est équilibré et tout est bien. Donc, pratyahara, le retrait des sens. Uniquement 2 sutras, donc 2 vers. À la toute fin,
du chapitre 2 des Yoga Sutras de Patanjali, le 54 et 55, qui nous dit que quand le mental n'est plus identifié avec son champ d'expérience, il y a comme une réorientation des sens vers le soi. Réorientation des sens, pratyahara, et avec l'essence, c'est le mot indriya. Verset numéro 55, alors les sens sont parfaitement maîtrisés. Et on arrive alors à un autre niveau de conscience, celui de la méditation dhyana. Pratyahara, c'est donc jouer sur nos sens. Donc dans ce fameux texte des Sankhya, du Sankhya Karika, Karika c'est comme sutra, hein, c'est inversé. Le Sankhya va dénombrer les organes des sens qui vont donner naissance à des sensations qui vont passer par le trapèze de Chitta. Chitta étant une combinaison du mental, de l'intellect et de Ahamkara, le principe d'individuation, une espèce d'ego si vous voulez. On a les indriyas, les organes des sens, ce sont le nez, la langue, l'œil, la peau et l'oreille. Dans un cours de yoga, vous allez fixer le regard, l'œil, sur un point. Ça va être très souvent le bout des doigts. En guerrier 2, vous avez les bras parallèles au sol et vous tournez la tête en direction du bout de votre index. De façon très caractéristique, là où on le voit encore plus, c'est en Trikonasana, le triangle, où le regard va se porter sur le pouce de la main qui s'élève vers le plafond. Concentration. Le souffle vous permet de vous concentrer. Donc on travaille sur le nez. Et moi je vous dirais aussi qu'on travaille sur l'oreille. Alors ça va dépendre des styles de yoga. En forest yoga, on utilise énormément Ujjayi. Ujjayi, le son du guerrier victorieux, ça fait véritablement un son qu'on compare beaucoup au ressac des vagues sur le rivage. C'est très profond. Ça fait donc du bruit. Alors certains vous diront qu'il ne faut pas faire de bruit. Bon, ça dépend des écoles. Mais le fait d'écouter, en fait, ça captive et ça permet de rentrer vos oreilles à l'intérieur. Donc vous travaillez sur votre nez. En forest yoga, on ne regarde pas, on n'a pas ce qu'on appelle ce fameux drishti, ce regard, le fait de regarder avec les yeux un point du corps. Le drishti, il est plutôt intérieur. Il peut être orienté également sur la respiration, avec les yeux fermés, ou bien vos yeux regardent ailleurs. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, en forest yoga, on n'aime pas tourner la tête, mettre en place une torsion supplémentaire du cou pour regarder un doigt. Tout simplement parce que c'est un style de yoga qui est plus accroché à la modernité, où on travaille déjà sur des ordinateurs, où on est très crispé au niveau du cou. C'est pour cette raison-là. Donc le regard va se porter ailleurs. Le fait de faire les postures asanas va permettre de travailler sur la peau. Et puis on entraîne comme ça le mental. La langue, dernier organe cité par les Sankhya, Karika, il n'y a pas de goût quand vous êtes en train de respirer. Donc j'allais dire, en fait, cette sensation disparaît pendant que vous êtes en train de faire des postures. Donc toute l'idée, c'est de rentrer en soi, de permettre ce retrait vers soi. Ce qui vient, pour moi, ça débouche sur l'idée de silence et d'espace.
Le retrait des sens, ça ne veut pas dire se rabougrir et se refermer sur soi. Le retrait des sens doit vous permettre de créer un silence. Qu'est-ce que le silence? Quand on définit le mot silence, très souvent, silence égale à rien. Pas de bruit. Pas de bruit extérieur. Mais en fait, vous vous rendrez compte que le silence a un bruit. D'abord, si vous êtes allongé, qu'il n'y a pas de bruit autour de vous, progressivement, vous allez entendre du bruit dans vos oreilles. Et vous allez peut-être même réussir à vous concentrer vraiment sur l'intérieur. Vous êtes en train d'écouter votre propre son, votre son intérieur. Le silence absolu, le vide, n'existe pas. Deuxième chose, l'espace. On dit très souvent que l'espace est silencieux. Eh bien, on a enregistré les sons de l'espace et l'espace n'est pas silencieux. Le silence de l'espace a un propre son. Par contre, je vous invite à créer le silence en vous. C'est ce à quoi nous invite d'ailleurs le yoga, la cessation des fragmentations du mental. Si on arrive à arrêter ce perpétuel yo-yo des pensées, si l'on crée de l'espace entre les pensées, on n'arrête pas de penser. Le mental, il continue toujours, c'est son mode de fonctionnement. Mais si on arrive à les faire passer en arrière-plan, le bruit s'apaise, on est donc dans un silence, le silence des pensées. C'est une des grandes étapes du yoga. Puisque, on est d'accord, il faut arriver à ce principe d'isolation. Donc, je ne suis pas certaine qu'on y arrive en une seule vie humaine. Mais le silence. Le mot silence est galvaudé. Parce que le mot silence, très souvent, ça veut dire retraite. Retraite dans un espace de méditation, calme. C'est vrai, parce que ça va vous permettre plus facilement d'arriver à cet état-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce silence, vous pouvez le cultiver sur votre tapis. J'ai envie de vous dire aussi que vous pouvez même le cultiver en m'écoutant. Il y a ceux qui sont captivés par ma voix, à tel point que je les endors et qu'il y a une espèce d'apaisement qui se crée et il y a une espèce de silence qui s'instaure. Personnellement, ce silence, je le trouve dans la méditation. Pas forcément pendant la méditation, mais plutôt en tant que résultat de la méditation. La méditation, c'est pas quelque chose de très facile. J'en parlerai j'en ai déjà parlé cet été dans les petites bulles du yoga, petites bulles de l'été 2024. J'en avais déjà parlé auparavant aussi. C'est un sujet qui me tient très à cœur parce qu'on galvaude la méditation. On la vend à toutes les sauces et je voudrais vraiment revenir tranquillement là-dessus. Mais donc la méditation est difficile. Elle peut être longue, elle peut être très courte. Elle peut être très courte parce que justement, le mental nous assaille. Et les idées reviennent et on a vraiment beaucoup de mal. C'est comme une lutte où on essaie de faire passer les idées derrière, de se donner un peu d'espace. C'est pour ça que pour moi, espace et silence sont très liés. Mais bien souvent, même en ayant essayé pendant 5 minutes, il y a une espèce d'apaisement qui se crée après, quand je me suis levée. Parce que malgré tout, il y a eu un léger interstice pendant lequel il y a eu du silence. Alors peut-être que c'est une création de mon propre mental,
Mais je vous invite à tester, à essayer de méditer, pas pendant très longtemps, et de sentir après, de vous focaliser sur le après. Le silence et l'espace, c'est pas forcément très grand. Ça peut être un tout petit intervalle, une petite transition. Cette idée de transition, d'intervalle, vous l'avez déjà dans les Yoga Sutras, on en a parlé avec les 2 épisodes sur la respiration, le pranayama, où en fait il y a cette rétention. À la fin de l'inspire ou à la fin de l'expire. Elle n'est pas forcément très longue. Après, des exercices cherchent à allonger cet espace, ce silence, cette suspension. Mais déjà dans ce petit espace, c'est comme si vous regardiez par le trou d'une serrure. C'est tout petit et ça vous ouvre des perspectives immenses. Observez les transitions dans une classe de yoga. Quand vous passez de Virabhadrasana 2 à donc guerrier 2 à guerrier renversé ou Trikonasana. Dans cet espace, vous êtes en train de changer de posture, où votre corps s'active suivant la respiration, les muscles s'allongent ou se contractent, et le mental, lui, reste bien à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, de l'apaisement du regard, de la respiration. Et observez comment vous êtes dans les transitions. Et j'aimerais presque vous dire que le plus important dans les postures, ce sont les transitions. Alors ceux qui viennent dans le cours avec moi vont dire « Oui, mais Caroline, tu parles beaucoup pendant les cours, c'est difficile de faire silence. » Et c'est vrai. C'est vrai parce que c'est un exercice. Parce que avant d'arriver à cette intériorité, il est nécessaire de reconnaître, de s'observer, de s'extraire de son corps pour vraiment se voir et sentir. Ce que je propose, ce sont des clés. C'est-à-dire que on ne peut pas arriver à cet exercice d'intériorité, de création du silence intérieur, de création d'un espace optimal. Alors je fais une erreur en vous disant de création parce que cet espace devient optimal et il est là. Mais il faut le créer. Ce processus de création, il va forcément à l'encontre du style de vie que nous menons. Je dis forcément à l'encontre parce que notre société moderne, elle n'est absolument pas basée sur l'espace entre les idées. Notre société moderne, elle est rythmée. Elle est ordonnée par la vitesse. Le yoga, c'est tout l'inverse. Il n'y a pas de vitesse. Donc, il faut déjà s'extraire d'une espèce d'automatisme dans la respiration, dans la façon de bouger son corps, dans la façon d'être, de réfléchir, d'écouter, de s'extérioriser, de devenir son observateur, de se voir. Et c'est ce que moi je vous propose dans mes cours. C'est en fait de vous observer et de recomposer le corps, le mental, la respiration, afin ensuite d'aller vers ce silence, de créer votre espace pour ensuite vous puissiez y aller sans avoir besoin de le créer puisqu'il est là. Et hormis certains professeurs au talent rare et précieux, je pense que c'est très difficile d'arriver à cet état-là dans un studio de yoga. Mais
on vous donne des outils. La création de l'espace. L'espace n'est possible que si on en a la perception. L'espace, c'est quoi? C'est un intervalle que l'on peut penser, mental, peut-être entre deux idées. Ça peut être aussi comme si tout d'un coup, il y avait un grand écran, de plus en plus grand, devant soi, sans plus aucune image, sans rien. Mais rien ne veut pas dire vide, rien, ou plutôt sans... Je reviens dessus. Un espace vide. Mais le vide n'est pas rien. Plutôt. Parce que là, je fais appel à la notion de vacuité en bouddhisme. Où la vacuité, en fait, c'est pas de dire, c'est pas le nihilisme. Il n'y a pas rien. Il y a toujours quelque chose. Et en fait, vous créez votre propre espace. Vous créez cette vacuité. Il n'y a pas du noir et du blanc. Il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de bon ou de pas bon, de gentil et de méchant, de joie et de tristesse, d'homme et de femme. C'est ça la vacuité. On dépasse le dualisme, le fait de dépasser. Alors pour certains, le fait de dépasser, ça va venir un. En bouddhisme, ça devient vacuité. En grossissant beaucoup le trait. Donc cet espace, c'est l'espace entre les idées. On revient à yoga et à silence. Mais c'est aussi de l'espace dans votre corps. On en vient donc à un de mes sujets préférés qui sont les postures. Les postures sont créées de telle façon que vous créez de l'espace dans votre corps. Vous ne faites pas une posture pour prendre une jolie photo, elle peut être très belle, pour parader ou pour dire j'ai fini la posture. Vous faites une posture pour créer de l'espace dans votre corps, pour sentir votre corps, pour intégrer votre corps. Donc créer de l'espace dans le corps, c'est écouter si on a des blessures. Et ça veut donc dire ne pas hésiter à utiliser des accessoires pour permettre à cet espace de s'installer, pour pouvoir faire ce silence et intégrer ainsi Yoga Chitta Vritti Nirodha. Et donc vous voyez que c'est un cercle vertueux. Pratyahara, le retrait des sens, permet d'intégrer complètement le corps à l'intérieur, de s'extirper du monde qui nous tire vers le rapide, le désordonné. Ça nous permet de créer de l'espace, ça nous permet d'avoir du silence et ça nous permet d'avoir une cessation des fragmentations du mental. Et la boucle est bouclée. Sauf que dans notre monde, la boucle, on doit toujours la rejouer parce qu'il y a un moment, hop, on oublie et il faut recommencer. Et c'est un peu comme Pénélope qui remettait son ouvrage sur l'appareil. Il faut refaire et refaire. Et c'est pas refaire depuis le début parce que contrairement à Pénélope qui attendait Ulysse, vous avez progressé. Et votre notion, ma notion de silence et d'espace, c'est peut-être pas la vôtre. Vous allez très certainement y donner une autre définition. Moi, ce que je vous propose, c'est de créer votre espace et votre silence. Et de lui donner une signification, ou plutôt de l'expliquer. Peut-être qu'il y aura des cohérences avec ce que je viens de vous dire. Peut-être pas. Là, c'est vraiment chacun. C'est l'expérience du yoga
qui va passer par le trapèze de l'ego, hein, à Ahamkara, le principe d'individuation qui fait que moi je ne suis pas vous et vous, vous n'êtes pas moi. Ce principe, le but du jeu, c'est effectivement qu'il s'atténue. Maintenant, ça c'est ce qui est écrit, puisque on va vers le soi avec un grand S en yoga, dans la philosophie de l'Inde, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple dans la philosophie bouddhiste. Et alors, on vous dira en psychanalyse que l'ego ne peut pas disparaître. Et beaucoup d'Indiens vous diront maintenant que l'idée n'est pas de faire disparaître l'ego, puisque l'ego, c'est ce qui vous permet aussi de vivre. Ce qui nous permet aussi de voir la difficulté d'appliquer la totalité de la philosophie du yoga. N'oubliez pas une chose. La philosophie du yoga, elle est d'abord née pour des hommes qui vont partir en ermite dans les forêts. S'extirper du monde, ce qui n'était déjà pas facile à l'époque, mais ce qui explique que nous, on peut avoir des difficultés à faire la même chose. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire que peut-être que cette isolation, ou ce nirvana pour certains, ce samadhi, kaivalya, moksha, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est peut-être pas dans cette vie-ci que vous l'aurez. Je ne dis pas qu'il y a... Ça, c'est chacun qui... selon ses croyances, je ne dis pas qu'il y a une vie après celle-ci, mais en tout cas, dans l'écoulement de notre vie sur Terre actuelle, ça ne sera peut-être pas possible. Faut-il abandonner? Non, il faut persévérer, parce que vous verrez justement que cet espace et ce silence sont deux bienfaits merveilleux qui vous permettent de faire face aux situations de notre vie, dans notre société, avec toutes les difficultés qu'on connaît, l'idée étant d'être heureux dans sa vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour ce nouvel épisode. Continuez d'écouter le podcast, de réécouter aussi des épisodes précédents pour éclairer d'une façon différente ce que vous aviez d'abord pensé. N'hésitez pas aussi à vous procurer le livre des Yoga Sutras de Patanjali. Moi, j'aime beaucoup deux ouvrages, la traduction de Françoise Mazet et puis le livre de Bouchot d'Orval qui est un peu commenté. Et en fait, le mélange des deux livres est très puissant. Les Yoga Sutras, c'est pas facile, mais dites-vous qu'en fait, vous pouvez lire au moins les 2 premiers chapitres. Il y a une architecture qui est de dire qu'est-ce qu'on cherche et comment on fait, la méthodologie. Mais j'y reviendrai. J'ai l'ambition de vous faire un podcast pas trop compliqué sur les Yoga Sutras, ou en tout cas avec les éléments principaux qui nous intéressent. Merci beaucoup et très bonne journée à vous tous.